Une puce intelligente au service d'une souris, ça pourrait presque être le thème du prochain Disney et pourtant c'est ce qui se passe à chaque fois que vous utilisez la souris optique de votre ordinateur. Comment fonctionne-t-elle et à quoi ressemble cette puce? Je vous propose donc un petit voyage dans les entrailles d'une souris optique. La souris informatique. Tout le monde sait à quoi elle sert. Elle a été inventée au début des années 60 par Douglas Engelbart. La souris la plus ancienne que j'ai retrouvée dans mon labo, c'est celle-là. Elle provient d'un Atari 520 ST. Et c'est avec un jaune caractéristique d'un plastique qui a très mal vieilli avec le temps. Le principe de ce genre de souris est celui d'un trackball inversé. C'est-à-dire qu'on a une sphère qui est placée au centre d'un trou. Et à côté de ce trou se trouvent des rouleaux capteurs, ici pour l'axe X et ici pour l'axe Y. Et lorsque la sphère se déplace dans le trou, elle fait pivoter les rouleaux capteurs sur leurs axes, ce qui se traduit par des informations de déplacement du curseur sur l'axe X et sur l'axe Y. Puis au début des années 2000 est arrivée une évolution majeure de ce périphérique, la souris optique, c'est-à-dire plus de système mécanique. Elle est constituée d'une LED et d'une puce de silicium qui contient beaucoup de choses et qui est là pour analyser le mouvement de la souris. Donc je vous propose de regarder tout cela en détail. Pour les besoins de cet épisode, on utilisera 3 souris optiques différentes, ce qui nous permettra de comparer rapidement la progression des composants. On commence par la plus ancienne des 3, une des premières de Microsoft que j'avais achetée en 2002. Et comme vous allez le voir un peu plus tard, il n'y a pas beaucoup de changements avec les souris récentes. Avant de s'attarder sur le composant principal, passons rapidement en revue les éléments périphériques. Il y a ici 2 LED, une en tant que témoin, et l'autre qui expose le capteur à la lumière. J'avoue ne pas vraiment savoir ce qui se trouve sous ce petit blindage, sans doute un oscillateur. On a ensuite ici les 2 boutons droite et gauche, et la molette centrale qui est placée sur un encodeur optique. Et de l'autre côté se trouve, sous ce boîtier en plastique, le circuit intégré qui fait l'essentiel du travail d'analyse du mouvement et de retranscription sous forme de signal numérique. Il est maintenu à la carte par ces 3 petites languettes, donc il suffit de les déclipser pour que le boîtier se relâche et révèle la puce qu'il protège. Cette lentille vient se placer juste au-dessus de la puce CMOS et précisément en face de la partie qui contient le capteur, afin de lui fournir le grossissement nécessaire pour son traitement. Le capteur en question est le petit carré foncé et il sera détaillé dans la deuxième partie de cet épisode. Le principe est donc le suivant. Une diode électroluminescente ou une diode laser projette sa lumière à travers une lentille collimatrice qui fait converger les rayons vers la zone précise qu'observe le capteur au travers de sa lentille optique. Et comme je le disais, dans un instant, je vais vous montrer en détail comment est architecturée cette puce de silicium. Mais pour l'instant, je la retire simplement de son circuit imprimé pour la mettre de côté avant de voir les 2 autres souris optiques. Et voici à quoi elle ressemble en plus gros plan. Mais laissons-la se reposer quelques minutes avant de lui faire prendre son petit bain d'acide sulfurique à 150 degrés. On passe donc à 2 autres modèles, plus récents cette fois, une Mini de marque Asus Tech et un modèle pour gamer de marque Logitech. Et la première chose que je remarque est que le fabricant de la puce est le même. Mais il y a cependant une petite différence de version car cette puce dispose de 20 broches et d'un capteur visiblement plus grand que l'autre puce de 18 broches avec cette taille de capteur plus étroite. Je me suis adonné à un petit exercice de hacking de cette souris à partir d'une carte Arduino pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de récupérer des informations vues par son capteur pour les afficher en temps réel. C'est tout à fait inutile et assez long à préparer, mais c'est intéressant à connaître. L'incrustation à droite montre les infos brutes envoyées par le capteur de 30 par 30 pixels à l'interface SPI de l'Arduino.
L'algorithme de traitement que j'utilise manque cruellement de précision, mais le but est juste ici d'afficher les valeurs dans une grille en niveau de grille. Et 10 ans après, le principe reste le même qu'avec la souris Microsoft. De la lumière est envoyée par une LED à travers cette lentille collimatrice, et la lentille optique sur le capteur sert à rendre sa zone d'observation la plus nette possible. Et le capteur se situe juste en dessous ce petit cylindre troué. Et figurez-vous que c'est Agilent qui fabrique ces modèles de capteurs plus DSP, ce qui n'est pas très étonnant étant donné qu'ils en sont les principaux inventeurs, du temps où cette spin-off de HP n'existait pas encore. Le modèle A3080 que l'on voit ici peut fonctionner jusqu'à 6400 images par seconde à partir d'un capteur de 30 par 30 pixels. Et vous pouvez voir que le boîtier est designé de telle façon à ce que le circuit intégré soit assez facilement accessible. Il suffit de soulever la partie qui recouvre l'ensemble. Mais étant donné que nous allons de toute façon observer sa surface de près, il vaut mieux simplement le retirer du circuit imprimé sur lequel il est placé. Donc un petit coup de fer à souder fera l'affaire, et je ne prends même pas la peine de faire ça proprement étant donné qu'il va finir lui aussi dans l'acide sulfurique. J'utilise là un scalpel parce que la fente par laquelle je dois soulever le couvercle est particulièrement étroite. Voilà, la puce est facilement exposée et on voit bien entendu qu'elle est protégée derrière une fine couche de résine transparente. Remarquez aussi le gros condensateur au tantale sur la gauche qui est là pour filtrer le signal qui transite par la masse. Et passons maintenant à l'opération qui va me permettre d'extraire proprement ces deux circuits intégrés. Et comme d'habitude, j'utilise pour cela de l'acide sulfurique concentré, de l'acétone et de l'eau. L'acide est placé dans ce récipient en céramique que je préchauffe à environ 100 degrés avant d'y plonger les puces. Vous ne le voyez pas mais je porte à ce moment-là un masque à gaz total qui me permet d'éviter d'inhaler la moindre émanation. Et c'est à partir de 140 degrés environ que l'action de l'acide devient très dangereuse pour tout ce qui s'y trouve immergé. Et c'est d'ailleurs ce que vous voyez à l'écran. Au bout de 3 minutes à peine, il est temps de vider l'acide en prenant soin de ne pas perdre les puces dans la manipulation. Voilà, elles sont bien restées plaquées au fond du récipient. Je les transfère alors dans le bain d'acétone à température ambiante. Et pour finir, un bain aux ultrasons dans de l'eau déminéralisée. Pour cette fois, il n'aura fallu qu'une seule passe d'acide sulfurique car les puces étaient déjà suffisamment exposées. Avant une observation rapide, d'abord à la loupe binoculaire qui me donne une vue d'ensemble, puis ensuite au microscope pour entrer dans le détail, je noie les puces dans cette préparation à base de solution aqueuse. Et voilà donc ce que ça donne quand on s'en rapproche à la loupe jusqu'à la voir en plein écran. Et on peut maintenant basculer sur l'observation au microscope. J'ai réalisé cette vue à partir de 6 sections séparées, puis réassemblées car même au grossissement le plus faible, on ne voit que 30% de la surface. La puce est essentiellement constituée de 4 blocs et à vue d'œil, je dirais qu'il n'y a pas moins de 4 couches métalliques qui relient les composants entre eux. Je me base là sur une analyse de sa structure pour définir le rôle de ces blocs parce que je n'ai trouvé aucun document pour me donner les infos. Nous avons en premier lieu le module chargé de contrôler l'intensité de la LED externe et probablement l'oscillateur. Et on y trouve essentiellement des composants analogiques. Le module central est le cœur du système, très chargé en transistors. Il est architecturé comme un mini DSP et traite les signaux envoyés par le capteur. C'est aussi de là que sont calculées les informations de translation en X et en Y en fonction de ces signaux. Vous pouvez d'ailleurs remarquer une forme de quadrillage des éléments qui ne sont pas sans rappeler celui que l'on va voir sur le capteur. Le module suivant est celui qui est en charge de la régulation des tensions et de l'alimentation. On y trouve un grand nombre de condensateurs et de résistances, et la raison pour laquelle il est placé entre le capteur et le cœur est pour optimiser les nombreuses connexions qui assurent leur alimentation. Et enfin, le quatrième module est le capteur en tant que tel. Il s'agit d'une matrice de 484 cellules photosensibles. Voici un grossissement x800 de ce capteur, ce qui nous permet de voir parfaitement bien comment il s'architecture. Ceci est un grossissement d'une partie du cœur. Je distingue en effet pas moins de 4 couches pour l'interconnexion des transistors et la distribution du flux de courant. Cette portion, qui est située dans la partie inférieure du cœur, ressemble à un amplificateur opérationnel qui fait probablement partie de l'oscillateur. On survole ici quelques-unes des composantes du bloc d'alimentation qui prend à lui tout seul près de 20% de la surface totale du circuit. Et un dernier shot sur un logo bien connu, celui de ST Microelectronics, qui a donc fabriqué ce composant pour Microsoft en 2001.
Passons maintenant à la puce Agilent, et bien que son architecture soit plus complexe car elle doit gérer un capteur de 900 cellules, le principe reste le même. L'image que vous voyez là est aussi une recomposition à partir de 12 morceaux prises au microscope. Mais nous n'allons pas rentrer davantage dans le détail de ces modules denses en transistors qui sont distribués sur l'ensemble de son circuit intégré. En tout cas, comme nous le voyons là, même dans une souris optique, l'amélioration de la finesse de gravure des circuits intégrés permet de rendre leurs capteurs encore plus denses et plus précis.